auprès des jeunes Français de 18 à 25 ans a montré que Le Pen était leur candidat préféré à la présidence, tout en notant que leur état d'esprit envers la société française pouvait être qualifié de désabusé. Et 72% avaient une mauvaise opinion des politiciens. Selon un sondage Odoxa Densu Consulting de décembre, les jeunes de 18 à 34 ans se sont complètement dégoûtés des partis politiques, mais lorsqu'ils sont pressés de s'identifier à un parti, ils choisissent le Front National plutôt que les alternatives républicains et socialistes de l'establishment. Un dégoût pour le globalisme, ou tout le moins pour les résultats, à balayer les anciens paradigmes idéologiques et à inaugurer une nouvelle ère post-idéologique. Les débats politiques sont des exercices intellectuels inutiles lorsqu'ils sont mis en scène dans le contexte d'un système caractérisé par le copinage et les intérêts particuliers. Pour entreprendre une réforme significative, il faut choisir quelqu'un qui n'a pas contribué à créer ou à faire perdurer le système actuel. Nous avons assisté à la montée de Nigel Farage, qui a dirigé le mouvement britannique Brexit, et à Donald Trump, qui a pris à lui seul l'establishment américain, mais ailleurs, de tels politiciens capables d'appliquer leurs promesses de démanteler le statu quo sont peu nombreux. Marine Le Pen a promis qu'elle tiendra un référendum national sur une sortie française de l'Union européenne si elle gagne la présidence, et elle a suggéré qu'elle démissionnera si ce vote échoue. L'engagement de Le Pen fait écho à la sorte de rébellion anti-establishment des jeunes qui estiment que la démocratie a été détournée, position traditionnellement privilégiée par la gauche, jusqu'à ce que la gauche soit devenue institutionnalisée, haute-servile et identique à ce qu'elle prétendait combattre. Le Front National transcende l'idéologie. Une position commode dans le climat actuel. Contrairement à l'image populaire, ce n'est pas un parti d'extrême droite, mais plutôt un parti gaulliste qui combine le conservatisme, le patriotisme et l'étatisme illustré par Charles de Gaulle. Président français aimé de la Seconde Guerre mondiale, les conservateurs préféraient voir moins d'étatisme dans les politiques du Front National, alors que les gauchistes voudraient éliminer les aspects conservateurs de la plateforme du parti. Mais l'idéologie perd beaucoup de son poids dans un système cassé. Et c'est là que le populisme patriotique entre en jeu. C'est le véhicule du Front National pour ce genre de réforme démocratique historiquement promue par la gauche idéaliste, et il met le parti à part de ses rivaux du système. Le vieux cri de guerre de la gauche, du pouvoir au peuple, a été remplacé par un désir répandu de restaurer la souveraineté nationale dans une ère de mondialisation effrénée et d'arrêter l'érosion des frontières nationales par la main invisible de la gouvernance globale sobre. Ceux qui ont promu des politiques globalistes qui enrichissent leur propre classe au détriment du reste de la société sont maintenant clairement des cibles qui doivent être éliminées politiquement et pas seulement par la gauche. Alors qu'ils prêchent les valeurs nationales françaises de liberté, égalité et fraternité, leurs actions en faveur de leur cas social et politique démontrent leur croyance erronée selon laquelle certains citoyens méritent plus de liberté, d'égalité et de fraternité que d'autres. Avec moi aujourd'hui, pour discuter de ce sujet, François Asselineau est président de l'UPR, c'est l'Union populaire républicaine, et candidat à l'élection présidentielle cette année-ci. Bienvenue à l'émission. Bien, merci. Alors, j'aimerais commencer en vous demandant, qu'est-ce que vous faites de cette idée que la gauche française a tendance aujourd'hui de se graviter plutôt vers le Front National, le populisme, et pas vers le parti traditionnel des jeunes, qui est plutôt le Parti socialiste? Écoutez, je crois que toute la société française et toute la scène politique française est un peu sens dessus-dessous. C'est-à-dire que on voit que les gens ont complètement perdu leur repère. La gauche se retrouve devant une situation qui est très difficile. C'est que elle a accepté maintenant depuis les années 60, elle a accepté le principe de la construction européenne. Elle a d'ailleurs avalisé toute la suite. Et n'oubliez pas que l'acte unique de 1986 a été promu par Jacques Delors, que le traité de Maastricht de 1992 a été négocié par Roland Dumas et François Mitterrand et proposé
par les socialistes et que les socialistes ensuite ont approuvé la Constitution européenne et tous les traités européens. Alors, le problème qu'il y a, c'est ce que je ne cesse d'expliquer moi depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis bientôt 10 ans, c'est que ces traités européens, en fait, ont volé aux Français, en gros, tout leur pouvoir de décision. Voilà. Maintenant, nous sommes un peu comme dans un avion où on monterait à bord d'un avion et on demanderait aux gens de voter pour le commandant de bord, sachant que la destination est déjà fixée. Elle est fixée notamment par les traités européens et en particulier, il y a un article, l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit que la Commission européenne fixe les grandes orientations de politique économique de chaque État et notamment de la France. Par exemple, pour l'année 2016 et l'année 2017, la Commission européenne a indiqué quelle était la marche à suivre. Et excusez-moi, j'insiste, pour l'année 2017. Ça veut dire que avant, pendant et après l'élection présidentielle, il faudra que la France, si elle reste dans l'Union européenne, elle applique les décisions qui sont fixées par ce rapport qui a été publié le 18 mai 2016. Alors dans ce rapport, on trouve quoi ? Eh bien, on retrouve que, par exemple, la France doit baisser l'impôt sur les sociétés, augmenter la TVA, diminuer les prestations de chômage, précariser la société, notamment en développant les contrats à durée déterminée. Elle doit ubériser la société, c'est-à-dire elle doit s'attaquer aux professions réglementées, etc., etc. Alors, et vous croyez que les jeunes sont vraiment touchés par des choses comme ça et oui, qu'ils sont vraiment sur le plan émotionnel? Parce que j'ai vraiment l'impression que les jeunes, pour la plupart, votent sur le plan émotionnel. Ils se sentent appartenir à une cause quelconque. Je me demande pourquoi... et je sais que quand j'étais jeune aussi, j'avais une politique qui était un peu différente de ma politique aujourd'hui parce que justement, je rationalisais plus sur la base émotionnelle qu'aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment, je me demande, qui touche à ces jeunes-là? Parce qu'ils sont complètement dégoûtés par la politique. Je me permets quand même de terminer mon propos. Ça veut dire que la droite et la gauche ne sont pas symétriques sur ce sujet. Parce que les politiques économiques et sociales imposées par l'Union européenne sont objectivement des politiques néolibérales ou ultralibérales, enfin comme on veut, en tout cas des politiques bien marquées à droite. Le programme de M. Fillon, tel qu'on le connaît, c'est un programme qui va dans le sens de ce que demande la Commission. Le programme de M. Macron, d'ailleurs il n'y a pas de programme pour l'instant, mais tout le monde a bien compris que M. Macron en fait est la marionnette de l'oligarchie, il appliquera le même programme que M. Fillon. La gauche, elle se retrouve devant une situation qui est extraordinairement compliquée puisque à la fois elle approuve la construction européenne et à la fois ils peuvent pas dire, il n'y a pas un candidat de gauche qui peut dire je vais baisser l'impôt sur les sociétés, augmenter la TVA. C'est-à-dire en gros je vais enrichir les milliardaires et je vais faire payer les pauvres. Ils peuvent pas dire ça. Mais ils ne sont pas séduits forcément par ça, je crois, les jeunes. Non, mais justement, donc la gauche est obligée de mentir. Mais elle ment d'une façon, regarde, on l'a vu, pourquoi Hollande a-t-il connu l'effondrement dans les sondages tout au long de son quinquennat? C'est parce qu'il avait fait un programme qui avait attiré quand même du monde et notamment des jeunes, quand il avait dit mon adversaire c'est la finance, oui. Quand il avait dit des tas de choses, et puis après les gens ont pu constater que ça n'était pas vrai. Voilà, donc actuellement effectivement la gauche elle ne sait plus quoi faire. D'ailleurs, ça tire à U et à Dia. Vous avez Monsieur Vincent Payon à gauche qui dit qu'il faut plus d'Europe. Vous avez Monsieur Montebourg, lui, qui dit qu'il faut désobéir aux traités européens. Tout le monde se rejoint pour dire qu'il faut changer l'Europe. Alors en effet, tout ça, ça fait des contes d'apothicaire et c'est vrai que la jeunesse ne s'y retrouve pas vraiment. Je ne suis pas tout à fait d'accord, même pas d'accord du tout d'ailleurs avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur le Front National, parce que le Front National, lui, en fait, comme les autres, propose de renégocier les traités européens. Madame Le Pen, elle a dit que éventuellement elle fera ultérieurement un référendum, mais ça c'est ce qu'avait dit Cameron. Mais Cameron avait dit la même chose, je ferai un référendum, mais dans l'immédiat, je renégocie les traités européens. Et ce à quoi on constate, c'est que il y a énormément de jeunes qui ne vont plus voter. Ce qui monte, c'est l'abstention. Ce qui monte, c'est l'abstention. Voilà. Le Front National, non, je l'ai dit et je le redis. Le Front National, Madame Le Pen, elle a fait 23 ou 24% aux dernières élections, réélections générales, ce qui est beaucoup. Mais en termes d'inscrits, elle était toujours sous les 15-16% des inscrits, comme depuis 45 ans depuis bientôt un demi-siècle qu'existe ce parti politique. Donc, en réalité, ce que voudrait la jeunesse, c'est retrouver des motifs, à mon avis, de croire
dans leur propre pays, de croire dans la France, de croire dans l'avenir de la France, de croire dans le fait qu'ils vont pouvoir s'emparer de leur futur et de modeler le futur avec leur volonté. Et je me permets ça passe par quoi? Eh ben ça passe forcément par par retrouver la souveraineté et l'indépendance. Si vous voulez, c'est que actuellement qui d'ailleurs, regardez, le référendum sur la Constitution européenne. Vous savez que les gens qui ont voté oui, ce sont uniquement les personnes âgées. Et en gros, plus on descendait dans l'âge... À votre avis? Parce que pour les personnes âgées, les gens qui ont plus de 60, 65 ans, eux, ils sont restés sur l'idée... Et puis ils sont restés sur l'idée plus jamais la guerre, etc. Ils n'ont pas compris d'ailleurs que maintenant la construction européenne est en train de nous entraîner vers la guerre parce qu'elle nous place sous la tutelle de l'OTAN, sous la tutelle de Washington et des faucons néoconservateurs américains. Et les gens voient de plus en plus avec des francs. Vous savez, enfin c'est pas ici que je vais apprendre qu'on voit qu'il y a des chars, des tanks qui débarquent en ce moment en Europe occidentale, à la frontière de la Norvège, etc. dans les pays de l'Est. Tout ça est quand même très très inquiétant. Et mais les personnes âgées sont restées sur le thème que voilà la construction européenne assurerait la paix. Mais les jeunes générations, ils voient quoi de l'euro, ils voient quoi de la construction européenne, que ça a apporté le chômage, la précarisation, les CDD, que en fait l'avenir est fini. Et si vous parlez aux jeunes Français, ils rêvent de quoi? Ils rêvent de partir au Canada. Ils rêvent de partir en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, etc. Ils ont le sentiment qu'il n'y a plus de futur à l'intérieur de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle le mouvement politique, moi, que j'ai créé, on veut redonner de la confiance dans les hommes politiques, de la confiance dans le discours politique. Et je me permets d'insister sur le fait que nous avons, je pense, non seulement l'UPR est le mouvement en plus forte croissance de France, mais aussi celui où il y a le plus de jeunes. On a notre moyenne d'âge, elle est aux alentours de 40 ans, et la grande tranche d'âge que nous avons chez nous, c'est 25-35 ans. Qu'est-ce qui les attire? Ce qui les attire, c'est d'abord l'honnêteté du discours. C'est la précision, l'authenticité, la précision du discours. Vous savez, j'ai vu maintenant il y a des grands médias qui commencent à s'intéresser à moi parce qu'ils voient bien que j'ai maintenant de très bonnes chances d'être candidat à l'élection présidentielle et puis ils se rendent compte que depuis 10 ans ils ont fait le blackout. Donc ils viennent me voir et ils me disent comment ça se fait, vous avez des très forts taux vous êtes très écoutés sur YouTube, le site upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Donc ils me disent mais quelle est votre recette? Mais je dis la recette elle est simple, c'est le contenu. C'est-à-dire que les jeunes, avec Internet, c'est vraiment une révolution planétaire. Les jeunes générations n'écoutent plus la télévision, n'écoutent plus ni les grandes radios. Ils vont tous les moins de 25 ans dans les zones urbaines vont sur Internet et ils vont chercher de l'information. Et puis ils voient ce qui tient la route, si je peux dire. Ils voient très bien là où on leur donne des bonnes informations et là où on leur raconte des bobards. Est-ce que vous croyez qu'on est vraiment dans un ère post-idéologique dans le sens où tout est pragmatique, c'est pas forcément du démago droite-gauche, c'est plutôt populisme contre mondialisme. Est-ce que les paradigmes, ça change un peu? Alors, oui, c'est possible. Moi, ce que je pense quand même, c'est que moi, j'aime pas trop les mots populistes, je vois pas toujours très bien ce que ça veut dire. Ce que je crois profondément, c'est que les jeunes générations, elles sont pleinement dans le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est Internet, c'est l'immédiateté des communications, etc. Donc, l'idée d'être en contact avec le monde entier, ça c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas. Alors c'est quoi la différence entre ce mondialisme-là et le souverainisme? Alors, moi ce que je crois, c'est que... contradiction peut-être. Non, ce que je pense, moi vous savez que je n'aime pas le mot de souverainisme non plus. Moi, nous sommes un mouvement de libération nationale. Ce que je crois que les gens ils veulent, c'est à la fois être en contact avec le reste du monde. Voilà, les jeunes veulent circuler, pas seulement les jeunes d'ailleurs, mais moi le premier, je veux pouvoir aller à l'étranger. Moi, je suis allé dans 85 pays du monde. Les gens veulent être en contact avec le reste du monde, mais ils veulent aussi garder leur pouvoir de déterminer leur avenir collectif. Ils veulent aussi garder quand même un certain sentiment d'identité. Ils n'ont pas envie que la France devienne les États-Unis d'Amérique. Ils ont envie que lorsqu'ils vont en Thaïlande, ils aient le sentiment d'être en Thaïlande et pas aux États-Unis, etc. Donc il y a une espèce de tension entre, d'une part, l'ouverture sur le monde et d'autre part, le maintien d'un certain nombre de spécificités nationales. Et dire ça n'est pas obscène. C'est comme ça. On veut, par exemple, les Français, vous connaissez bien cet exemple célèbre, les Français se sont battus pour garder le fromage au lait cru, parce que même si ça ne plaît pas à Pierre, Paul ou Jacques, nous, on est comme ça. Et actuellement, par exemple, il y a un grand débat sur l'organisation administrative du pays. On nous explique que la France a 35 000 communes, que c'est beaucoup trop. Eh bien, moi, je dis non, parce
parce que c'est comme si on nous reprochait d'avoir 365 fromages et qu'on nous disait il n'en faut que 5. Non, les Français, ils ont le droit de conserver leur identité. Regardez comment se portent des pays, par exemple, comme la Suisse. La Suisse, c'est un pays qui a gardé des traditions qui remontent à 1291. Le traité entre les cantons de Schwyz, de Nidwald et d'Obwald. Ils ont gardé leur petit canton. Il n'est pas question du tout qu'ils fusionnent leurs cantons. Ils ont gardé les votations. D'ailleurs, à main levée, je crois que c'est dans le canton de Nidwald. Et pour autant, c'est un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, mais c'est un pays qui, par ailleurs, est quand même très ouvert sur le monde, qui est au sommet de la hiérarchie du programme des Nations Unies pour le développement en matière d'indice de développement humain. C'est un pays qui est riche. C'est un pays qui reçoit le plus grand nombre de conférences internationales. Donc, ce qu'il faut trouver dans le monde de demain, c'est ce mélange à la fois de totale ouverture sur les idées, de pouvoir, de liberté de circulation, mais aussi d'une certaine forme de protection, notamment protection des marchés, pour qu'il y ait un maintien d'une certaine forme. Voilà, les Français ne sont pas des Anglo-Saxons, et puis c'est comme ça, et c'est mieux que ça en soit ainsi pour les Anglo-Saxons aussi d'ailleurs. Et les idées de la gauche, de la politique de la gauche, est-ce qu'ils ont une place aujourd'hui dans la société, ou est-ce que les rebelles, les jeunes rebelles, sont plutôt de la droite aujourd'hui? Je me demande la question. Je sais pas où ils sont. Je crois que la gauche, le problème de la gauche, normalement la gauche c'est quoi? Normalement la gauche c'est d'abord l'émancipation populaire. Normalement, c'est d'expliquer, c'est de tirer le peuple vers le haut, c'est de lui donner les moyens de comprendre. Enfin, tout ce qui a été la Troisième République a été, les grands moments de la Troisième République, les hussards noirs, comme on disait, les instituteurs, qui étaient souvent radicaux socialistes. La gauche ça a été une volonté d'émancipation, de donner aux gens la compréhension. Mais maintenant, la gauche française, elle participe du mensonge généralisé sur les questions européennes. Nous, pourquoi on attire beaucoup de jeunes, d'ailleurs de tous les milieux, y compris beaucoup de jeunes issus de l'immigration? C'est parce que justement, on donne aux gens des moyens de comprendre. Moi, je fais de l'émancipation populaire, de l'éducation populaire. Je dis, voilà pourquoi la situation est comme ça. La gauche, par ailleurs, normalement, c'est pas seulement de l'éducation populaire, c'est normalement aussi la justice sociale, et une certaine forme d'égalité sociale. Or, je suis désolé, mais regardez le discours de Macron. Macron, c'est vraiment un homme de droite pur et dur. Dans son essence, c'est quelqu'un qui est... De justice sociale, il ne fait pas de discours de... Non, mais Monsieur Macron, il vient de la banque Rothschild. Il a fait des dérapages. À chaque fois qu'il sort, il fait des dérapages parce qu'on voit finalement le mépris qu'il éprouve pour les gens qui ne peuvent pas se payer un costume sur mesure. Vous avez vu là dans le Nord, il a parlé du tabagisme et de l'alcoolisme. Enfin, on a l'impression pour lui, les classes populaires, c'est Zola, quoi. Donc, et ce type, prétendument, vient de gauche. D'ailleurs, on voit bien, en France, il y a une expression que vous connaissez, qui est la gauche caviar, qui est c'est le contraire même, normalement, de ce que devrait être, ce que devrait être la gauche. Ce que je remarque, qui est assez intéressant, c'est le fait que moi, en tant que quelqu'un plutôt de la droite libéral, libre marché, gouvernement limité, etc. Je rejoins aujourd'hui des anciens qui étaient de la gauche, mais qui aujourd'hui ne supportent plus la gauche, mais qui veulent toujours une sorte de justice, une sorte d'égalité entre les gens. Et eux aussi, je crois que ça passe par la souveraineté de la France et de leur propre pays. Et du coup, on se ressemble plutôt autour du populisme. Encore, c'est bien que vous n'aimez pas trop ce terme. Moi, j'aime pas trop le mot populisme, parce qu'en fait, ce qui se cache derrière le mot... C'est anti-establishment plutôt. Ouais, mais dans le populisme, d'abord, l'idée du populisme, si j'ai bien compris, c'est quiconque s'attaque, en effet... à ce que vous avez l'establishment, c'est-à-dire quiconque s'attaquerait... Les pourris, si on peut virer les pourris, voilà. Là on pourrait avoir un discours idéologique. Moi c'est un discours, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et puis il y a aussi derrière tout ça la question de l'immigration, c'est-à-dire qu'en gros, c'est aussi un des grands débats qui traverse la société française. Mais je crois que vraiment, je reviens au diagnostic du départ. Il y a un problème l'appartenance à l'Union européenne, notre soumission à l'OTAN, notre participation à cette vision véhiculée par l'OCDE de la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux a fait que la gauche a perdu tout ce qui était ses repères, et maintenant elle s'est réfugiée dans une espèce de libertarisme, enfin si je peux dire ça, un truc libertarien, c'est-à-dire en fait l'absence
de toute la morale traditionnelle, c'est-à-dire la liberté des mœurs totalement, le fumer de la marijuana, du cannabis, etc., etc. Mais ça, c'est pas ce qu'était la gauche des années 30, qui était d'ailleurs en France le Parti communiste français, était souvent pudique sur ces questions. Comment est-ce que ça a changé justement? Pourquoi est-ce que la gauche du type ancien dont vous parlez, il y a plusieurs années, pourquoi est-ce que ça marchait mieux? Est-ce que c'était le climat? Est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas de cette mondialisation qu'on connaît aujourd'hui? Je pense qu'à l'époque, regardez, lorsque Mitterrand arrive au pouvoir en 81, il avait un programme objectivement de gauche, avec l'abolition de la peine de mort, la nationalisation de toute une série de banques et d'entreprises, avec également... c'était des marqueurs de gauche, comme on dit. Voilà, on était pour, on était contre, ça c'est une autre question, mais c'était des marqueurs de gauche. D'ailleurs, à l'époque, il y avait la droite et la gauche, c'était clair. Mais depuis tout ce que j'ai dit, l'acte unique, Maastricht, et puis tous les traités ultérieurs qui se sont produits, désormais, il n'y a plus de choix économique. Désormais, c'est la soumission à la libre circulation des mouvements de capitaux. Et donc, la gauche, maintenant, n'a plus de discours. Elle a été privée de son discours d'origine, et elle s'est réfugiée dans un discours sur la liberté des mœurs ou sur le démembrement de la France. La gauche, elle est volontiers anti-nationale, alors que normalement... la nation, le drapeau bleu-blanc-rouge, ce sont des concepts de gauche. À l'origine, la Révolution française, c'était la gauche qui avait créé la souveraineté nationale. Donc on a l'impression que la gauche ne sait plus tellement où elle est et que maintenant elle ne trouve plus son identité que dans une espèce de soumission aux dérèglements les plus terribles venus des États-Unis d'Amérique. La façon, par exemple, dont la gauche française, il suffit de voir le journal Le Monde, ou le président de la République, ils ont fait quasiment la campagne de Madame Clinton sans aucun regard critique sur Madame Clinton, sur quelles sont les forces qu'il y a derrière Madame Clinton. Ce sont tous les plus grands milliardaires américains qui étaient derrière Madame Clinton. Alors, Donald Trump aussi est milliardaire. Mais derrière Madame Clinton, il y avait quand même en plus de ça, on n'en a pas parlé suffisamment, mais le contenu des WikiLeaks, le contenu des télégrammes, c'est invraisemblable ce qu'on a appris sur le degré de corruption de Madame Clinton et de sa clique. La gauche française, elle a fait comme si ça n'existait pas. Et c'est ça qui fait que, comme les jeunes générations sont sur Internet, vont se renseigner, ils ne croient absolument plus dans le discours de la gauche. Je pense que la gauche, vraiment, a du souci à se faire. D'ailleurs, tous les partis politiques ont du souci à se faire, je peux vous le dire. Je pense que l'élection présidentielle va être assez surprenante. Parce que même M. Fillon, ça n'est pas extraordinaire. Même, d'ailleurs, le Front National, Mme Le Pen, est plutôt sur le déclin en ce moment. Alors, il y a un petit engouement en ce moment pour Macron, mais Macron, en fait, moi je connais plein de gens qui sont allés voir enfin pas plein, j'en connais des gens qui sont allés voir comment dirais-je, les meetings de Macron qui sont à grand renfort de publicité haute, puis ils en sortent. Beaucoup d'émotions, ils en sortent, il n'y a rien. Il y a le contenu, il n'y a rien. C'est un monsieur qui n'a aucun. Et pourquoi il n'y a pas de contenu? Parce que je vous ai donné la clé de compréhension tout à l'heure. Le contenu de tous ces gens, c'est tout simplement le rapport d'égopée fixé par Bruxelles. C'est-à-dire que M. Macron, il ne peut pas dire la réalité. La réalité, c'est qu'il fera la même politique que Hollande ou que ferait Fillon, c'est-à-dire baisse de l'IS, augmentation de la TVA, la précarisation généralisée de la société, la fin des professions réglementées. Et ça, il n'arrive pas à le dire. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde aujourd'hui où la gauche fonctionne toujours ? Je pense. J'ai bien réfléchi personnellement et j'ai du mal à vous me parlez. Moi, je suis pas un arbitre de la gauche et de la droite. Moi, personnellement, je viens plutôt de la droite parlementaire et j'ai créé un mouvement politique qui se veut un peu au-dessus du clivage droite-gauche, parce que je pense qu'actuellement, il n'est pas opérationnel. Mais je crois que oui, il y a quand même des pays comme le Venezuela, comme l'Équateur, la Bolivie, qui sont plutôt avec des gouvernements de gauche. Ah bah ça fonctionner, ça c'est d'autres choses. Ils ont quelques soucis aujourd'hui. Ils ont des soucis, c'est vrai, oui c'est vrai, mais ils ont aussi à se battre contre des manœuvres de subversion américaines. Voilà. Donc il y a toujours un petit peu de tout. Voilà. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. François Asselineau, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, et candidat à l'élection présidentielle cette année. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pourrez réécouter l'émission à tout moment sur sputniknews.com ou desormondial.com. Radio Sputnik. Nous dévoilons
ce dont les autres ne parlent pas.